Bonjour à toutes et à tous. Merci, messieurs les élus, pour cette belle introduction et de nous accueillir sur votre beau territoire. Donc, je me présente, je m'appelle Caroline Heller. Je suis consultante en tourisme durable et j'ai auparavant travaillé plusieurs années au comité régional du tourisme de Bretagne, où j'ai eu le plaisir de mettre en place, en fait, avec les acteurs, la stratégie de tourisme durable de la région. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer les tables rondes de ce forum tourisme durable organisé par le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. La thématique abordée donc, est entre attractivité et sensibilité, comme l'a évoqué monsieur Renaud Lagrave. Et donc, nous allons aborder différents sujets sur la conciliation et les usages de la nature. Donc, il est vrai qu'en pleine vague d'antitourisme dans des villes comme Barcelone, Venise, mais aussi Bordeaux, et également dans des parcs nationaux comme celui des Cinq Terres, par exemple en Italie, où il y a eu des restrictions de touristes pour préserver l'environnement. Nous souhaitons planter donc le décor des enjeux touristiques de demain. Comment rester ambitieux sur la politique d'accueil des visiteurs tout en respectant l'environnement humain et naturel? Donc c'est une vaste question à laquelle nous essaierons de répondre tout au long de la journée. Pour commencer, nous allons commencer avec un regard d'expert qui va nous donner une vision prospective sur les mutations sociétales du tourisme. Donc, ce sera Luc Masuel. Puis nous accueillerons 3 tables rondes avec des professionnels du tourisme qui vont nous expliquer comment ils ont mis en place des démarches de tourisme durable. Et pour finir la matinée, le PNR des Landes nous présentera l'actualité de son projet écotouristique, son projet d'éco-destination, pardon, mis en place avec l'ensemble des acteurs du tourisme des Landes de Gascogne. Ensuite, vers 13h, donc vous êtes tous invités à un déjeuner autour de produits locaux, qui sera aussi l'occasion pour vous d'échanger sur les sujets dont nous aurons parlé pendant la matinée. Nous reprendrons ensuite vers 14h, donc on va essayer d'être à l'heure puisque c'est une journée très dense avec des ateliers pratico-pratiques qui permettront ensuite d'alimenter la boîte à outils mise à disposition aux acteurs du territoire. Voilà pour le programme. Je vais maintenant laisser la parole à Luc Masuel, géographe, expert prospective touristique et chercheur. Donc, il nous offrira son regard sur les usages de la nature et la consommation de l'espace. Il reviendra sur des nouveaux codes et phénomènes sociétaux appliqués au secteur touristique. Luc, je vous laisse la parole. Merci Caroline. Et merci Caroline. Et merci Caroline. Il y en a beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. En fait, et ça va rejoindre un petit peu les propos des élus à l'instant, j'ai choisi d'ouvrir un petit peu largement l'introduction, parce que, comme vous l'avez dit, Monsieur Blanc-Simon en particulier, environnement s'entend au-delà des aspects purement écologiques et de pleine nature. Pour moi, environnement, ça s'entend aussi et surtout par rapport à un contexte économique, social, humain, culturel. J'ai été assez frappé hier, petite parenthèse, mais vous allez voir que ça fait écho aussi à l'actualité, en venant de Bordeaux, en traversant, vraiment, le GPS m'a interdit d'autoroute, il m'a fait traverser l'ensemble de ce que peut-être on ne peut plus appeler campagne, mais de bourgs qui sont véritablement des colonies urbaines, avec un nombre de pavillons flambant neufs ou plus ou moins neufs, mais on voit que le problème n'est pas récent. Et je me dis que, voilà, par rapport à cette actualité, se posent déjà clairement des problèmes d'accessibilité, de mobilité, qui vont aller en s'accentuant. Alors peut-être on trouvera des réponses rapidement, mais pour l'instant, ça va devenir un problème. Et si on raccroche à la dimension tourisme, c'est aussi un problème. Parce qu'on va voir à travers notamment les nouvelles mutations des clientèles que nos clientèles, elles n'auront plus ou pas de voiture. Et donc, il va falloir trouver les alternatives. Ce n'est pas le tout d'être accessible par le net, c'est aussi d'être accessible physiquement, concrètement, quel que soit le mode de mobilité. Et ça, malheureusement, et ce n'est pas que la faute des gouvernants locaux, régionaux, nationaux, ce n'est pas que la faute
des entreprises industrielles et notamment du lobby de la voiture, c'est aussi la faute de tout un chacun, de tous les citoyens, de ne pas avoir été suffisamment dans une approche prospective. Et ça vaut pour le tourisme particulièrement parce que le tourisme, intrinsèquement, il est transversal, il est intersectoriel. Donc les problèmes qui se posent à nos sociétés aujourd'hui, et particulièrement dans un pays comme le nôtre, puisque d'autres avaient anticipé, en Scandinavie, en Hollande, ailleurs, parce qu'ils étaient peut-être davantage sensibles culturellement à des aspects environnementaux, encore une fois au sens très large, eh bien nous allons devoir les prendre en considération très rapidement et dans le tourisme avec beaucoup d'ouverture d'esprit. C'est pour ça que je vais baliser assez large finalement. Et encore, je ne pourrais pas prendre en considération tous les tenants et aboutissants, c'est beaucoup trop complexe, vous l'imaginez bien. Mais on va essayer quand même, et on va essayer en particulier de mettre en relation les nouvelles attentes et comportements des clientèles touristiques, sachant quand même que là aussi, il faut quand même le dire, il y a quand même une majorité de nos concitoyens, et ça vaut même à l'échelle européenne, qui ne partent pas en vacances. Donc ceux qui partent sont quand même des gens assez spécifiques, qui ont plutôt les moyens, et notamment les moyens de venir dans l'espace rural, autant que d'aller à l'étranger, autant que d'avoir des city breaks, etc. Donc des gens qui ont quand même une capacité, qui sont des citadins, qui ont une capacité à la fois financière, mais aussi une capacité d'évolution psychosociologique, et qui fait écho au débat qu'on a en ce moment, c'est-à-dire une forme d'opposition, et elle s'atténuera, mais une forme d'opposition entre des gens des villes et des gens des campagnes. Donc, vous voyez, ça va brasser un peu large, mais les illustrations que vous aurez tout au long de la journée viendront apporter des éléments très précis, très concrets, d'expérience, où on a réussi un petit peu ces mutations, où on les a prises en compte, et que ce soit dans l'aspect commercial, dans l'aspect de gestion des flux, etc. Alors, oui, je refais une petite... là, pardon, ça va faire écho à ce que vous disiez, Monsieur le Vice-président, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un contexte tellement favorable, dans une aubaine tellement extraordinaire, qu'on peut s'enthousiasmer. C'est sûr que ça ne va pas s'arrêter comme ça, la fréquentation touristique. Et effectivement, il y a cette obsession des 100 millions de touristes. Vous suggérez que ça concerne aussi ce territoire-là. On voit bien, en particulier avec le poids que prend Bordeaux et au niveau des clientèles internationales. Mais je crois qu'il ne faut pas s'obséder par la quantité. On est bien là aujourd'hui, et c'est le travail des parcs depuis de longues années, sur atteindre une qualité optimale dans les formes d'accueil, dans l'attractivité, dans ce qu'on va proposer, dans l'expérience qu'on va offrir aux touristes. Donc on va peut-être plutôt nous se poser des questions sur comment faire mieux de tourisme, plutôt que forcément faire plus de tourisme, ce qui peut se faire très facilement. Il suffit de bétonner, il suffit de construire. Ça se fait encore dans certains pays, malheureusement. Il suffit d'aller autour des temples d'Angkor au Cambodge pour voir ce que ça peut donner, et c'est apocalyptique. Donc il y a quand même des choses à nuancer, et ça fait référence à l'actualité. Il va y avoir des arbitrages, il va y avoir des tensions, il va y avoir des moments où on va avoir, et je pense en particulier à l'arbitrage par rapport à l'argent dont on va devoir disposer pour des retraites, à l'argent dont on va devoir disposer pour sa santé, pour sa mobilité, etc. Donc il y a des menaces quand même. On peut s'enthousiasmer, mais on doit le faire avec raison. Alors, dans l'exposé, en vert, j'ai mis des éléments qui seront des éléments qui renverront à une situation plus spécifique, locale, autour du PNR des Landes de Gascogne. Et le postulat de l'exposé, si vous voulez, c'est oui, il y a ici, dans ce secteur, de fortes adéquations avec de nouvelles attentes, mais quelles en seraient les conditions? C'est peut-être un peu ambitieux, mais vous me direz dans la partie d'échange si ça vous parle ou pas. Alors, l'idée, c'est quand même de sensibiliser à une approche prospective,
je reviendrai un tout petit peu là-dessus, sur les attentes clients, parce que on peut mettre en œuvre une offre, et vous le faites, elle est souvent de qualité, y compris dans des formes d'animation portées par le parc. On connaît, vous connaissez toutes ces belles expériences, mais on est quand même toujours dans cette expectative, mais que vont vouloir mes clients demain, et demain pouvant être assez proche, mais pouvant être assez lointain, parce que le temps de mettre en adéquation, par exemple, des hébergements avec des attentes futures, eh bien, ça peut prendre une dizaine d'années. Donc, je l'ai dit, pas trop sectoriser l'approche. Bien sûr, on peut être tenté, et on le verra tout à l'heure dans les interventions, de ramener beaucoup aux questions des conséquences des flux touristiques sur la nature, mais c'est aussi des conséquences qui peuvent être sur les patrimoines humains, sur la culture locale, etc. Alors, il y a aussi un aspect, c'est que tout ce que je vais dire peut être tout à fait réversible et parfois très rapidement. On parle aujourd'hui de possibilités de mutation très rapides sur les technologies de la mobilité, électricité, hydrogène, etc. Et ce que je dis aujourd'hui peut être très vite remis en cause demain. Si vous prenez ce que vous avez tous dans vos poches, les smartphones, et que vous vous reportez il y a 10 ou 15 ans, vous imaginez bien que le propos qu'on pouvait tenir n'est pas du tout le même aujourd'hui par rapport à ce que ces moyens offrent. Donc voilà quels sont les enjeux et perspectives. C'est un peu, donc, vous voyez, une occasion de mise en perspective lors de l'exposé. Alors, je vous ai mis cette première diapo pour bien vous montrer, et ces ouvrages en sont l'illustration, qu'on est dans ce temps de tuilage. C'est à la fois formidable. Je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité. Il y a peut-être eu le temps de la révolution industrielle, il y a peut-être eu des temps, des grandes découvertes aux alentours de la Renaissance, mais ça se passait sur un temps assez long, c'était très dilué. Aujourd'hui, là, nos générations, 2-3 générations, sont concernées par une sorte de Big Bang phénoménal. Et je l'ai mis parce que le tourisme, il est aussi dans ces questionnements. Tout ce qu'on a là, le manifeste de Pierre Rabhi, les ouvrages de Attali ou d'autres, la méditation de pleine conscience, tous ces éléments-là, nouveaux dans nos sociétés, ils interrogent les gens, et c'est certainement au moment du séjour touristique qu'on peut prendre le temps de se poser des questions. Je viens de terminer en 2017 là, un travail pour le ministère de l'économie sur le slow tourisme, une notion qu'on abordera peut-être ensemble dans la journée. J'ai distingué une figure assez étonnante que j'ai appelée la femme de 35 ans. Il y a chez beaucoup de prestataires touristiques nouveaux, très réceptifs à l'échelle nationale, mais aussi dans les clientèles touristiques citadines, l'émergence d'une figure, alors ça peut être un homme, mais je ne fais pas du sexisme à l'envers, mais des femmes qui prennent conscience que ça ne peut plus durer comme ça, qu'il faut faire autrement, l'éducation des enfants, l'alimentation dans la proximité, la gestion de sa consommation, et au moment des vacances, peut-être se poser des questions sur l'état de son couple, l'état du rapport avec ses enfants, avec ses parents, avec son environnement, etc. Donc, il y a un temps propice à se questionner sur tous les aspects de nos comportements, et en particulier de nos comportements avec l'environnement naturel. Alors, évidemment, c'est assez inégal selon les territoires, les catégories, les âges, mais il y a là quand même, voilà, il se passe quelque chose, il y a toutes ces notions qui sont là, qui sont transverses. Ça prend corps, ça prend racine, les gens s'informent, il y a des émissions partout, vous le voyez tout autour de vous. Il y a même aussi des formes de slow washing, de greenwashing qui sont plus ou moins honnêtes, où on essaye de faire croire qu'on est mieux disant que le produit voisin, mais il y a quand même une tendance de fond. Et si vous prenez l'exemple du produit agricole bio, vous voyez bien que si vous preniez des linéaires il y a 15 ans dans des grands magasins que vous les prenez aujourd'hui, il s'est passé des choses. Une révolution est en cours, elle est lente, mais elle a lieu. Et si on prend les mêmes domaines, et y compris sur le plan touristique dans d'autres pays, on voit bien qu'on est dans une phase vraiment de contre-pied, de changement important. Donc voilà, toujours un peu sur le plan introductif.
Alors, la prospective, très rapidement, c'est pas la planification à la soviétique ou celle des années 60. C'est pas non plus Madame Irma. Hein. On prend pas la boule de cristal et on va pas vous dire, voilà, c'est ça ou ça. Moi, j'aime assez cette phrase d'un grand prospectiviste des années 60, Simon Nora, qui dit « C'est la préparation de l'action permettant de construire un futur voulu ». C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit il faut prendre des décisions parce qu'elles vont nous engager pour demain. Donc c'est tout à fait juste. C'est les actions en connaissance des évolutions possibles, tendancielles de l'économie touristique, les actions qu'on va mettre en place aujourd'hui qui vont déterminer notre succès de destination touristique pour demain, voire même après-demain. Parce qu'on va essayer de faire les choses maintenant pour suffisamment longtemps, parce qu'il y a des restrictions de moyens, il y a des phénomènes qui vont être aussi celui de l'évolution, par exemple, démographique, climatologique. J'y reviendrai très rapidement, parce qu'il faut aussi parler de ça. Donc on va produire des représentations du futur. On va faire aussi un peu une sorte de prophétie autoréalisatrice sur les territoires. Voilà comment nous voulons vivre. Et peut-être on remettra en cause justement les villages de périphérie bordelaise que j'ai traversés hier. Peut-être on dira, voilà, il faut changer ça, il faut faire autrement. Et voilà le moyen d'y parvenir, nous les élus, nous les entreprises locales, nous les habitants, comment on pourrait réinventer ça. Et partout, on voit, vous en avez ici aussi, particulièrement dans un parc, des rencontres, des moments d'échange pour définir ces stratégies par rapport à demain, ce que l'on n'a pas su faire avant, où on était très descendant, mais je ne vais pas faire d'un cours d'histoire du développement territorial. Donc voilà, on va produire des futurs possibles, ce que De Jounel appelait des futuribles, et on va voir des tendances lourdes, encore une fois, la disparition des ressources fossiles, le réchauffement climatique, ça c'est des tendances lourdes, mais on va avoir aussi des signaux faibles, et moi la partie que je vais développer, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire comment psychosociologiquement nos clientèles vont évoluer et en quoi ça peut nous conduire à changer. Très rapidement, ça on peut le faire chez soi, dans ces organismes ou dans ces entreprises. On peut très bien tracer, c'est des schémas assez classiques, des phénomènes d'importance et de maîtrise. Par exemple, ici, le changement climatique, c'est une tendance lourde. Est-ce que je peux, localement ou à l'échelle de mon entreprise touristique, agir ? Pas forcément beaucoup, mais un peu quand même. Par exemple, en utilisant des moyens de production de mon énergie. Donc ça, c'est l'aspect purement prospectif. Ça peut nous amener très loin dans les réflexions, mais il n'y a pas de prospective sans stratégie. C'est l'autre partie du schéma. Eh bien, oui, je vais utiliser des leviers stratégiques qui peuvent être technologiques, qui peuvent être la maîtrise des langues étrangères, qui peuvent être le choix de labels de qualité. Ça, les parcs savent très bien le faire. Et donc, au centre, je vais dégager les enjeux et les défis les plus importants par rapport à ces tendances lourdes ou à des incertitudes comme les évolutions des clients. Et donc, je vais voir se dessiner à des échelles diverses. Il y a des échelles qui sont mondiales, mais il y a des échelles qui sont micro-locales, voire même à l'échelle de mon entreprise. Je vais pouvoir dire, voilà, il faut absolument que je réussisse à mettre en correspondance ma préoccupation de réchauffement climatique avec mon levier de création d'un puits canadien, par exemple, ou mes évolutions de clientèle avec une nouvelle façon de me comporter avec mon client, de prendre le temps, de lui faire vivre l'expérience du territoire. Voilà, ça, je fais très vite parce que ce n'est pas l'objet essentiel de l'exposé. Alors, si on voulait bien faire les choses, et ça, on le trouve de plus en plus dans les territoires, eh bien, on serait obligé de prendre en considération tous ces aspects si importants dans l'économie touristique. Moi, je ne vais retenir finalement que le premier, en lien avec celui-ci, mais on ne pourra pas aborder tous ces éléments-là, ils nous amèneraient beaucoup trop loin. Et on devrait, et là je vais faire très vite pour rappeler quelques principes, mais on devrait les croiser avec tout ça. C'est-à-dire, oui, il y a une émergence de clientèle nouvelle, nous concerne-t-elle ou pas, chinois par exemple. Il y a des arbitrages économiques, il y a le climat, en quoi il y a une alerte spécifique dans cette zone-là du territoire français. Il y a bien sûr, ça prend tout son sens ces jours-ci, des choses comme ça, etc. etc. On pourrait même aussi faire allusion, vous l'avez fait d'ailleurs, à l'évolution démographique locale. Ça peut avoir de l'importance. C'est sûr que ce n'est pas la même chose quand on prend en considération l'évolution d'un tourisme
quand on est en Creuse, vous y avez fait allusion sans les nommer, ou quand on est dans une région encore attractive pour les nouveaux venus. Donc il faudrait avoir ça en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est difficile. Et c'est là que le parc prend toute sa valeur, vous l'avez dit. Il y a dans les structures parcs tous ces éléments qui permettent de gagner beaucoup de temps. Et historiquement, les parcs ont porté ça depuis très longtemps. On ferait bien, dans beaucoup de structures, de regarder comment les parcs ont travaillé. C'est pas de la, j'ai pas d'action particulière chez les parcs, mais je le pense très fort. Très vite, je vais passer en revue quelques grands éléments tendanciels. Et effectivement, en ce moment, il y a de quoi être très dans l'interrogation. On a beaucoup cru, on croit encore, notamment au niveau ministériel, qu'on avait gagné le jackpot avec des remplacements de clients, avec ces gens qui pouvaient venir du Brésil, qui venaient du Japon, qui pouvaient venir de tout un tas de pays. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas si évident, que la Chine, ça pouvait exploser du jour au lendemain, que la Russie était moins riche, que les Brésiliens avaient les problèmes que vous savez. Et donc, en fait, on voit bien que la clientèle qui reste la clientèle majeure et la clientèle qu'on doit travailler, c'est une clientèle essentiellement européenne, voire même, vous l'avez dit aussi, c'est une clientèle de la proximité, c'est une clientèle nationale. Et ça, on a quand même du travail à faire, parce qu'on croit connaître ces clientèles, et en fait, elles évoluent très rapidement, peut-être même plus que celles-ci, parce que quand on voit le comportement des Chinois justement encore, on se dit il y a encore du boulot pour arriver à de la durabilité, alors que beaucoup de nos clientèles européennes, et particulièrement celles-ci, mais très rapidement aussi celles du Sud, qui vous concernent assez directement, elles ont déjà acquis des formes de sensibilité que je vais développer tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant, mais on voit quand même qu'il y a des arbitrages qui vont être faits par les ménages, et dans quelles conditions on va devoir compter sur la disparition progressive des low cost, la disparition de certaines clientèles parce qu'elles seront en tension, notamment dans des âges où pour l'instant on faisait beaucoup de séjours touristiques, donc ça va poser un petit peu question. Et puis, il y a les questions spécifiques d'état des lieux ici. Je répète, ça serait très différent si je parlais à des gens qui se trouvent là. Là, vous êtes plutôt effectivement privilégiés. Il y a une banane verte ici qui traduit, au-delà des grandes polarisations économiques, qui traduit un relatif bon état, vous y avez fait allusion, ce qui est plutôt favorable. On n'est pas dans des territoires en perdition où économiquement, ça ne suit pas et où ça met en péril l'activité touristique. Quand vous n'avez plus de services, quand vous n'avez plus de mobilité, quand vous n'avez plus de commerce, c'est le tourisme aussi qui en pâtit. Très vite aussi, mais c'est très important, on a ces préoccupations. Il y a eu des épisodes particuliers, il y a des pollutions ailleurs, et ça, c'est très favorable à des territoires comme les nôtres. Là, j'ai mis mon Auvergne, mais c'est aussi ce que fait la Bourgogne-Franche-Comté. Et ça, c'est un ressort très intéressant que vous pouvez jouer ici, bien entendu, puisqu'on est... ça va être un des enjeux majeurs des années qui viennent, et on le voit bien en matière alimentaire, en matière de qualité de l'air, de qualité de l'eau, un bien commun très important. Donc on a une rassurance, et ça c'est plutôt un élément favorable. De la même façon, je fais très vite là-dessus, mais quand on voit l'état du monde aujourd'hui, et il suffit de lire les journaux tous les jours pour s'en convaincre, nos territoires sont plutôt des territoires à l'abri pour l'instant, et rassurant pour des clientèles de demain. Alors là, par contre, je vais prendre un tout petit peu plus de temps, parce qu'effectivement, si le clone d'Evelyne Delia en 2050 nous annonce effectivement ces températures-là, vous voyez que la région ici est particulièrement concernée par ce réchauffement climatique, qui ne veut pas forcément dire que le problème de sécheresse, qui peut vouloir dire aussi le problème d'érosion, vous le savez bien, sur le littoral, ça craint. Hein. Là, c'est des aspects qui peuvent être très, très, très pénalisants, quelles que soient les évolutions et les envies des clients.
on va devoir compter là-dessus, et ça fait des zones en tension, hein. Ça fait des problèmes aussi dans les zones qui ont une double saison. C'est pas propre qu'à ici. Vous voyez, il fera bon être breton, hein, pour les Bretons de l'étape. Mais c'est préoccupant et il faut en tenir compte. Ça veut dire plein de choses en termes d'aménagement, en termes de prévisibilité. Évidemment, l'énorme enjeu reste celui des technologies. Les Japonais, les Sud-Coréens, les gens de l'Asie du Sud-Est ne font qu'une prospective liée à l'évolution technologique et scientifique. Et effectivement, on peut leur donner raison dans le sens où ces aspects-là vont devenir extrêmement importants et vont devoir être suivis, même dans un espace rural, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ils sont des éléments de facilitation, ils sont des éléments dynamiques, porteurs d'une communication immédiate, avant, pendant, après le séjour, mais ils peuvent être aussi une menace. On peut très bien aller vers une fin des vacances par une virtualité de l'homme augmenté, et ça, c'est un élément qu'il va falloir prendre en considération. Si on peut se sentir en pleine nature tout en restant dans sa chambre à Paris, c'est préoccupant. Je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire aussi qu'il va falloir beaucoup réfléchir à ces aspects de technologie sur les moyens d'accessibilité physique. Ça peut aller jusqu'à l'Interloop, par exemple. Ce sont des avancées considérables, mais ça peut être aussi des éléments, décidément les Bretons sont à la fête, des éléments assez simples finalement à mettre en œuvre et qui existent déjà. Il y a une véritable bataille de l'intermodalité, en particulier à partir des points importants d'accessibilité comme une grande ville. Alors évidemment, et ça rejoint ce que vous avez dit également en introduction, de la part des élus, mais c'est l'humain qui va être au cœur, la bataille de cet humain. Donc c'est déjà en cours en ville, il y a toutes ces associations, il y a ces envies de partage, il y a par exemple, j'ai sciemment choisi celui-ci, puisque c'est celui de Bordeaux, mais il y a des espaces, il y a des moments festifs, il y a des moments de discussion dans les villes, pour nos clients citadins qui commencent à avoir vraiment ce désir de rencontre, ce désir de partage, de collaboration. Le mot co, le préfixe co est là, prend toute sa valeur. Et c'est vrai que si nous, dans les campagnes, nous ne suivons pas ces mouvements-là, si nous sommes à la traîne, ce sera difficile. Alors il y a plein d'initiatives qui se passent dans le monde rural, heureusement, mais voilà, il ne faut pas perdre la main parce que ces mouvements-là, ils concernent nos clients, et ils vont rechercher des formes qui vont ressembler à ça, à plus forte raison dans leur espace de vacances qu'ils idéalisent, parce qu'on va revenir là-dessus, mais il y a une idéalisation. L'humain, c'est plus facile à la campagne. Eh bien non, pas forcément. Donc, ce n'est pas contre la technologisation, c'est avec, puisqu'on va utiliser les moyens offerts par les technologies pour anticiper sa consommation, pour s'informer des événements, etc. En fait, tout ça, ça rejoint ce grand débat, ça doit vous rappeler vos cours de philo, c'est le débat Rousseau-Voltaire, c'est le débat entre nature et progrès, et c'est vrai que là, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ça donne un peu le vertige. On peut se faire peur si on gratte un peu du côté de toutes ces incertitudes. Ben, en même temps, moi je dirais que non, c'est plutôt optimiste. Moi qui donne des cours, il y a un ancien étudiant parmi vous depuis des années à des jeunes, j'ai vu ces jeunes, lui n'était pas comme ça, mais ceux que j'ai aujourd'hui, ils sont pleinement conscients de tout ça. Ils font des choses au quotidien, ils ont des idées qui montrent que ça évolue très vite. Et je pense que la transition dont je parlais au début, elle n'est pas forcément sur des décennies. Elle peut très rapidement être accélérée, et en particulier par les moyens technologiques qui démultiplient les communications. Et en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et à juste titre de la part de ceux qui le font, c'est un peu des soubresauts d'un monde qui, quand même, va devoir inéluctablement changer. Inéluctablement. Encore une fois, faudrait-il mieux accompagner tout ça. Alors ici, finalement, c'est encore plus vrai, ça, parce qu'on est quand même sous la pression directe, immédiate, physique, palpable. Moi, je l'ai vu hier, ça m'a vraiment marqué encore une fois,
d'un milieu urbain en pleine croissance. Et donc, les questions vont se poser avec beaucoup d'acuité. Alors, vous allez me dire, on me fait parfois ce reproche, on me dit, oui, mais votre exposé, là, c'est un exposé, et ça rejoint les propos qu'on entend en ce moment. Ce sont des aspects de préoccupation de bobo. Oui, mais dans le tourisme, il y a toujours eu des prescripteurs, il y a toujours eu des gens qui ont amené de nouvelles façons de faire ses vacances. Et donc, cette émergence très rapide de ce qu'on peut appeler économie citoyenne, circularité, etc., vous voyez tous les mots qu'on a mis là, eh bien, oui, pour l'instant, c'est plutôt des éléments qui sont urbains, qui sont un petit peu de ces sphères-là, hein, écolo, plus riches que les autres, peut-être un peu snob parfois, plutôt de gauche, dirait-on, etc. Et en fait, pas du tout. On a des préoccupations qui sont partagées par beaucoup aujourd'hui. Il suffit d'avoir des enfants pour déjà se poser ces questions-là, il me semble. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est, à mon sens, inéluctable, quelles que soient les situations, quels que soient les pays. Et parfois même, certains pays vont aller plus vite que nous pour rattraper leur retard qui peut être plus important que le nôtre. De fait, très vite, là aussi, c'est quoi aujourd'hui l'espace de vie de ces gens-là qui commence à changer? Et pas que, évidemment, à Berlin, dans l'occupation de certains lieux qui auraient dû être dévolus à l'urbanisme, hein, Tempelhof, l'ancien aéroport des nazis, qui a été transformé en espace récréatif et de production agricole, comme on le voit sur cette image, avec des potagers sauvages. Ça peut être ça, c'est le cas extrême. On perd un espace dévolu habituellement à de la construction, à du bétonnage, mais c'est aussi le cas de beaucoup de cités qui commencent à verdir leur espace. Et ça, c'est à la fois enthousiasmant et inquiétant pour nous, parce que ça veut dire que les villes seront plus agréables qu'elles ne le sont. Donc on aura peut-être moins le besoin de naturalité qu'offrent les espaces de la campagne, de la mer, de la montagne. Ça peut être une tendance qui fait qu'on a envie de rester dans sa ville. Voilà, j'ai mis d'autres petites images ici. Ça vaut par exemple pour les Parisiens, il y a ce grand projet avec Paris 2050 de reconquête de la vallée de la Seine, de Paris jusqu'au Havre, avec véritablement un espace qui a été délaissé, un fleuve auquel on a tourné le dos et qui peut devenir une zone véritablement de bien vivre si on s'y prend bien, comme on l'a fait autour d'Amsterdam ou comme on l'a fait, encore une fois, à Berlin ou ailleurs. Et puis également, on a des villes qui, finalement, veulent remplacer la campagne, qui peuvent être des lieux de production agricole également. De fait, on a aussi des villes qui induisent d'autres pratiques d'alimentation, d'autres pratiques d'économie circulaire et des façons d'être ensemble. On a aussi des villes où il y a de nouveaux loisirs urbains qui jusque-là étaient l'apanage de la campagne, pouvoir faire son escalade, pouvoir aller dans des endroits ludiques, pouvoir participer à des grands événements festifs et sportifs. Ben oui, les villes changent et elles prennent finalement des capacités. Alors, ce n'est pas encore trop le cas, par exemple, dans une ville comme la mienne, comme à Clermont-Ferrand, parce que l'espace naturel étant à portée immédiate, on est encore peut-être un peu à l'abri de ça, mais Asium, c'est à Lyon, par exemple, où on a de véritables lieux dévolus à l'expression de soi dans des aspects très divers. Ça peut être aussi un espace de bien-être. On a des villes qui sont très inventives, avec des tiers-lieux, des Fab Labs, etc. Alors ça commence à arriver dans la campagne. Il y a dans cette région, au fin fond de la Creuse, un lieu, un ancien carreau de mine, à Lavavé-les-Mines, en Creuse, où on a un tiers-lieu qui possède son imprimante 3D, son cabinet de paysagiste, etc. Il se passe des choses aussi à la campagne, mais attention, il faut bien garder ce temps d'avance. Les espaces de bien-être, de spiritualité, de relaxation, là aussi les villes prennent l'enjeu très au sérieux. Et ça peut être de la concurrence directe pour nos stations thermales, pour un certain nombre de lieux
de thalasso par exemple également, donc attention aussi. Et puis évidemment, pour l'instant, et là l'enjeu est énorme, ce sont dans les villes que vont se faire les formes très dynamiques du digital du futur, avec la dématérialisation des supports, avec un certain nombre d'avancées incroyables qui vont justement, comme je le disais, peut-être mettre en péril un certain nombre de destinations, parce qu'on va, et notamment chez certaines générations les plus récentes, avoir ce désir d'hypertechnologie partout. Et vous le savez bien, ça reste un des gros enjeux, même s'il y a une promesse à 2021 de couverture, déjà ça serait pas mal, mais de numérique excellente, quel que soit le lieu, ça reste quand même encore un problème. Évidemment, si je résume, ça veut dire qu'on a ces clientèles très connectées, très exigeantes, très prescripteurs, très collaboratives, plutôt ces familles et ces urbains, ces tribus d'amis, ces jeunes retraités encore dynamiques. Vous connaissez tout ça, je fais vite. On a... Pardon. On a aussi, alors ça c'est très intéressant, parce qu'on s'interdit là aussi des clientèles qui sont des clientèles qui peuvent être très intéressantes, y compris dans un milieu rural, des clientèles mixtes qui mélangent affaires et loisirs. On a bien sûr ces clientèles étrangères, c'est sûr, pas les négliger. Mais voyez, quand on fait le bilan, quand on croise différentes études, qu'est-ce qu'on peut retenir? Très souvent, la motivation, de plus en plus forte, elle est illustrée ici, c'est la découverte naturelle, et en particulier la découverte naturelle sécurisée par des systèmes comme GeoTrek, par des systèmes de préparation de son voyage et de rassurance technologique, mais également la question des patrimoines, la question des produits de terroir, on est bien placé ici, de déconnexion du quotidien, du contact avec les habitants, d'activités de pleine nature, d'art de vivre, la rareté. Là, j'ai mis une illustration. J'entendais hier Frédéric qui parlait des îles de la Madeleine. Ça, c'est un visuel des îles de la Madeleine au Québec. L'idée de ce fameux tourisme expérientiel, d'une proximité avec les gens, mais ça existe dans plein de destinations aujourd'hui. Donc la concurrence est assez forte. C'est tout ce travail qu'il faut essayer de conduire. Je suis à combien de temps? Un quart d'heure? Donc ça devrait aller. Alors, vous voyez, je vais développer une partie un petit peu plus prescriptive, entre guillemets, mais on peut dire que l'espace sur lequel vous travaillez, il a grosso modo ça. Parce que accessibilité, elle ne sera peut-être pas facile sur les derniers kilomètres, mais quand on est très, très vite à Bordeaux, on est très vite ici, et il y a moyen d'organiser ça. L'espace est plutôt préservé, mais il est aussi fragile. J'ai fait allusion à l'urbanisme, mais on pourrait aussi faire allusion à d'autres aspects qui peuvent être liés à des formes de fragilité de certains espaces, malgré les préservations, et notamment par rapport à une clientèle d'hyper-proximité, celle des Bordelais par exemple. Je vais y venir rapidement. Oui, alors évidemment, je vais passer très rapidement. Oui, je vais passer très rapidement parce que, voilà, deuxième petite partie de l'exposé. Tout ça est bien joli, tout ça on peut l'entendre. Le problème identifié, c'est que ces gens-là, malgré tout, il manque beaucoup de références par rapport à l'espace naturel et à la campagne. Dessine-moi la nature, ça commence dès le plus jeune âge, mais ce n'est pas parce qu'on sensibilise les enfants qu'on a une connaissance de ce que c'est. Il y a une idéalisation et une méconnaissance. Et puis, il y a des fragilités et des mutations de l'autre, du côté des territoires, et ça ne va pas être facile à gérer. Vous voyez, j'ai mis cette petite image. Il ne pollue pas trop les cultures, ce gros tracteur. Vous voyez, le mec qui arrive avec son 4x4 de la ville. Donc, vous voyez, ces incompréhensions, elles peuvent, et particulièrement dans le contexte de ces jours-ci, devenir importantes. Et on s'imagine que la campagne est quelque chose de totalement préservé, ou
il ne faut pas toucher le moindre caillou, la moindre fleur, ou alors au contraire, on manque des codes les plus élémentaires par rapport à son comportement, par rapport à une exploitation agricole, en particulier sur l'élevage. Donc, ça vaut par exemple pour, je pense ici, des clientèles citadines, par exemple bordelaises ou autres, et ça peut conduire à des moments très précis, et en particulier accentués par les nouvelles technologies, à des surfréquentations plutôt du type des spots sur lesquels on va dire tiens, si tu veux un espace où il n'y a personne, va là. Et évidemment, avec la démultiplication, ça veut dire que très rapidement, on peut avoir une surfréquentation. Mais je ne pense pas qu'on en soit là globalement. On en est plutôt là par accentuation de phénomènes. Et comme il y a l'absence d'un certain nombre de codes, malgré les informations données, en particulier par le parc, on peut avoir des problèmes. Donc, je ne pense pas qu'on ait des problèmes d'overtourisme systématiques sur des territoires comme le vôtre, mais on peut avoir ces surfréquentations avec perte de repères. Alors, bien sûr, on a les cas extrêmes. Caroline y a fait allusion aussi tout à l'heure. On a quelques abcès de fixation. J'en ai pris, par exemple, dans ma région, sur les Monts d'Homme. Alors, ça va devenir beaucoup plus difficile de faire ça ou ça, ces dégradations-là, sur ces deux sites, puisque le Puy-Marie est grand site de France, et donc les mesures ont déjà été prises de restriction, de cantonnement, de la même façon sur les Monts d'Homme avec le label UNESCO, mais on a ces problèmes-là dans la vallée du Gardon, par exemple, avec une surfréquentation des jeunes nîmois, puisqu'il y a un pass de bus à 1 euro, je crois, si Sébastien est là, il me le confirmerait, et donc on a beaucoup de jeunes qui viennent là, qui n'ont pas les codes de comportement par rapport à la rivière, par rapport à ce qu'il faut faire et ne pas faire, et c'est une catastrophe. Et on pourrait avoir ça aussi dans la vallée de l'Aire, par exemple. De fait, ce que les gens connaissent, ce que beaucoup de jeunes, par exemple, connaissent, ou les gens, c'est des images d'Épinal, c'est le salon de l'agriculture, c'est Caroline Le Marchand, ou c'est Stéphane Bern, et donc ils ont une idéalisation de ces éléments-là, qui est confortée par des gros opérateurs comme celui-ci, que je ne nommerai pas, qui vont donner l'illusion qu'on va vivre la campagne ou la nature en direct, avec des produits tout faits, et en fait, on va avoir de grosses désillusions et des gros problèmes qui peuvent vraiment aller, c'est le cas pour la vallée du Gardon, à des formes de pollution très fortes, d'insécurité, de surfréquentation, d'incendie également. Et donc là, on voit ce que ça pourrait donner dans un massif forestier comme celui qui nous entoure. Donc les PNR ont acquis bien sûr de l'expérience, des savoir-faire, les prestataires également, en informant, en formant avant, pendant, après le séjour. Mais va se poser quand même un certain nombre de questions. Faut-il aller, et c'est le cas dans certains sites, ça a été dit par Caroline, faut-il aller jusqu'à interdire? Et même quand on interdit, j'ai pris l'exemple ici de la réserve de Scandola en Corse, on interdit le kayak de mer, mais vous avez des gens qui payent très cher, des passeurs, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent en Zodiac, des VIP qui viennent se baigner dans ces réserves. Et il faudrait des gardiens bien équipés, avec des grosses capacités dissuasives. C'est des gens qui peuvent payer les amendes, ça ne leur fait pas très peur. Donc, il n'y a pas de solution idéale, il y a toujours cette même solution que vous avez expérimentée depuis longtemps, informer, être au contact le plus direct avec ses clients. De fait, à mon avis, les réponses, et je vais vite terminer là-dessus, mais les réponses, elles sont toujours un peu les mêmes. D'abord, il y a ne pas renoncer à ce que l'on est. Il y a un continuum, et là, c'est l'occasion pour moi de faire un petit clin d'œil à Marc Castegno, à mon ami Marc Castegno, qui a longtemps travaillé ici à Marquez. Mais on ne doit pas renoncer à ce qui fait l'identité, alors sans aller peut-être jusqu'à sortir les blasons, ça fait un peu Puy du Fou, mais oui, on a des traditions, on a des valeurs, et celles-ci, il faut parfaitement les faire vivre, sans nostalgie. Et justement, les faire vivre sans nostalgie, ça correspond à l'espace que nous avons ici, utilisation du bois, aménagement tout à fait indiqué, se renouveler, parce que la tradition, ça vient de tradérer, ça veut dire transmettre, ne jamais oublier qu'il faut faire évoluer ça, mais tout en parallèle. C'est-à-dire, vous l'avez dit tout à l'heure, dans l'intersectorialité, en liant
la filière bois, les intérêts des agriculteurs, des sylviculteurs, ceux des touristes, etc. Donc tout ça me paraît pleinement incarné ici, à condition de continuer à avoir ces synergies humaines. Je vous renvoie par exemple à des choses aussi qui sont très intéressantes, c'est toujours travailler sur la participation des habitants. Je vous renvoie ici à la Fabrique des Futurs en Creuse, qui a été une initiative très originale de participation citoyenne, ou à ce qu'a fait la communauté de communes d'Ambert-Livradois-Forez avec les PEPS, les personnes à énergie positive, solliciter l'habitant, trouver avec lui les moyens d'une prévisibilité qui nous amène, voyez, assez loin, vers 2040. Et ça, le touriste y trouvera son compte. C'est avant tout l'état futur d'un territoire qui conditionne le futur touristique. Très vite, pourquoi ce serait réservé à Paris les innovations, les originalités dans l'hébergement? Ça peut se faire en Bretagne, ça se fait en Suède d'une manière très audacieuse avec le Tree Hotel, ça se fait également en Auvergne avec Bois et Basalte. Renouveler l'hébergement, vous l'avez dit, vous êtes en train de le faire à des échelles institutionnelles, mais aussi dans le privé. C'est là aussi qu'on va jouer sur l'effet de surprise, sur naturalité et innovation. Alors ça, pour moi, c'est incontournable aujourd'hui de beaucoup y réfléchir. Quand on voit ce qu'on peut avoir, par exemple, à Stuttgart avec des trams vélos, quand on voit l'avenir possible avec les véhicules autonomes, quand on voit ce qu'on peut faire avec des slow-up dans le Valais, en Alsace, etc., avec d'autres formes de mobilité, ça, c'est urgent de travailler à ça pour avoir cette, soit une vision un peu rétro qui peut plaire, mais surtout une vision plutôt innovante avec d'autres formes de transport, la prise en compte de nouveaux besoins, des bus propres avec des containers à vélo, par exemple. Également, voilà, Marseille l'a réussi, incarner à travers des habitants le lieu, les villes le travaillent avec des artisans spécifiques, etc. Vous le faites ici aussi en particulier, mais travailler à cette dimension humaine pour le lien le plus direct possible. Et ça, c'était l'exemple des écomusées, c'est ce qu'a beaucoup fait Marquez aussi, intégrer les dimensions humaines d'autres secteurs d'activité pour aller vers ce tourisme de l'expérience. Là, je ne vous apprends rien. Ce n'est pas qu'une mode, c'est une nécessité absolue. J'ai fait tout à l'heure allusion à l'incentive, au tourisme d'affaires. On doit être à l'affût de ces tendances-là parce qu'il y a une forme d'attractivité de la nature comme terrain d'expérimentation et de renforcement du groupe. Ça peut se faire dans la scierie, ça peut se faire dans la ferme, ça peut se faire dans l'espace naturel. J'ai trouvé cet exemple qui m'a paru assez original d'ailleurs, localement. Et puis surtout, peut-être un des aspects moi, qui me tient le plus à cœur, c'est arriver, sans forcément nier ces dimensions d'ultra-communication, de Facebook, etc., mais arriver quand même à une forme de décélération, une forme de ralentissement. Et ça, c'est la magie des prestataires touristiques qui savent le faire. Si on a envie de passer du temps avec son client, ça vaut communication. Ce n'est pas du temps perdu. Alors évidemment, on se dit, mais le temps que je vais passer avec lui, c'est de l'argent en moins, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, etc. Je suis débordé. Oui, mais le bon produit fait la bonne publicité. C'est d'autant plus vrai avec les réseaux sociaux. Et je pense que si on traduit dans sa vie de prestataire, ou même dans sa vie d'élu, ou même dans sa vie de chargé de mission dans un parc ou autre, si on traduit ça, on le diffuse également au niveau de sa clientèle qui, elle, va être en recherche de ça parce qu'elle est déboussolée, parce qu'elle n'en peut plus et qu'elle a besoin de ces temps de pause et que le meilleur moment pour arriver à ce temps de déconnexion, eh bien, ça reste quand même les vacances. Voilà, bon, j'ai presque terminé. Ça veut, vous voyez, les problématiques qu'on a identifiées et auxquelles vont répondre les différents intervenants, ça reste quand même des problématiques qui ne sont pas forcément résolues.
Il y a encore des problèmes à ce niveau-là. Il y a des solutions, mais il y a encore des problèmes. Et vous voyez que ça me fait dire que quand on est un territoire en recomposition, les nouvelles Comcom, les contraintes financières, etc., c'est parfois pas facile. Même si on est plutôt en bonne santé que d'autres territoires ici. Ça pose quand même ces questions-là. Il y a encore des enjeux de formation auxquels peuvent répondre les structures qui sont présentes ici. Il y a encore des enjeux de financement, il y a encore des enjeux de gouvernance, et il y a beaucoup la question d'enjeux de créativité, mais des journées comme ça, elles répondent en particulier à ça. Donc ça existe, ça commence à exister. On va parler, et j'ai beaucoup travaillé avec les offices de tourisme sur ces notions-là dans les dernières années, sur la question d'une sorte de conciergerie de territoire, d'une forme d'office polyvalent qui est capable de renseigner à la fois sur une tradition locale, sur le meilleur artisan de tel domaine, etc., qui est capable d'organiser une sorte d'offre générale, mais ça va aussi à l'échelle des prestataires, en se regroupant, par exemple ici des jeunes prestataires d'activités de pleine nature dans le Cantal, enfin en Auvergne plus exactement, ces fameux tiers-lieux, ces coopératives de tiers-lieux. La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement attentive au développement de ces tiers-lieux dans l'espace rural comme dans les grandes villes. Donc voilà, trouver les moyens de faire interagir localement, de trouver une émulsion locale, et ça sera profitable autant à la préservation d'un environnement socio-économique qu'à la préservation des espaces naturels finalement. Oui, je renvoie par exemple à des exemples qui sont aux frontières du tourisme, mais j'ai visité en septembre, on le donne beaucoup en exemple, mais de fait, c'est très intéressant. On commence par se préoccuper de la question de l'eau sur la Durance et des activités touristiques sur la Durance qui peuvent se développer quand on a résolu le problème de pollution. Et puis on arrive à toute une dynamique qui va de la gestion énergétique jusqu'aux aspects de mobilité, en passant par les aspects de production bio et d'alimentation de proximité, par exemple. Voilà, j'ai fini, mais je voudrais juste faire un petit schéma pour résumer. Vous avez bien compris qu'une tentative de prospective à l'échelle d'une réponse territoriale, ben, ça part inévitablement, avec un S, d'une perception des attentes clients très forte. Il n'est pas question de faire disparaître le ou les territoires dans leurs composantes passées, présentes, mais aussi futures. Donc on part bien d'un substrat, et la nature en est la première incarnation, notamment quand on est sur un parc. Donc il y a l'idée de continuité, de qualité qui se développe en particulier dans un parc naturel, avec des partenariats de géométrie très variable, l'idée de trouver un thème, un emblème, et je pense qu'ici, forcément, la dimension forêt, la dimension du bois, est forcément ce que l'on a en tête, et ça donne quand même un élément d'entrée dans la dimension territoriale. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut voir s'esquisser des destinations touristiques. En êtes-vous une, en êtes-vous pas une? Ça, je ne sais pas. Elle est à géométrie, là aussi, assez variable. Mais en tout cas, elle devient évidente quand on travaille sur l'excellence, en particulier sur des questions d'hébergement, mais aussi d'activité, etc. Il y a toujours à faire. Ça, c'est là que se joue aujourd'hui, je pense, l'essentiel pour vous, parce que ça, c'est acquis de longue date, grâce au formidable travail que vous avez fait les uns les autres. Ça aussi, ça c'est en partie acquis pour pas mal d'entre vous, mais ça reste encore à travailler, comme dans beaucoup de destinations de l'espace rural, il y a du travail. Et de fait, ce n'est pas la peine d'aller forcément trop vite vers cet aspect-là. À mon avis, parfois, on se précipite pour traduire tout ça dans une logique de marque, de produit, etc. Moi, je pense que si on n'a pas réussi à faire, et avec beaucoup de partenariats c'est là aussi, mais il ne faut pas se précipiter sur des choses parce que peut-être la marque, elle est à des échelles un petit peu plus vastes, dans l'interactivité ville-campagne, dans l'interactivité littorale intérieure, etc. Et donc elle est sûrement, peut-être, me semble, à des échelles qui peuvent être assez variées. Voilà, je vous souhaite d'être à la fois des acteurs hyper connectés, parce que ça va évidemment dans ce sens, mais peut-être aussi,
j'avais utilisé cette expression pour les offices de tourisme, ça vaut pour tous les gens qui sont là, qu'ils aient une activité privée ou institutionnelle, d'être des médiateurs de vie locale. Je vous remercie de votre attention. Merci.